Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby. C'est le 211e épisode du podcast À côté de mes pompes. Dans ce format d'épisode relativement court, nous tentons d'apporter des réponses précises à vos interrogations. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question formulée par Jérôme. Merci de nous avoir sollicité pour cette capsule. En effet, lors d'une course sur route, Jérôme a dû affronter des éléments naturels quelque peu défavorables. À l'approche de l'hiver, on a tous connu cette situation où l'on se prépare pour une compétition et le jour de la course, une météo capricieuse, des pluies diluviennes, du vent, du froid. Alors, comment bien aborder ce type de situation ? La question de Jérôme est donc toute simple. Comment rester focus, concentré et prendre du plaisir dans un objectif lorsque les conditions météo sont vraiment contraires ? Je vous laisse donc en compagnie de Bruno Heuby pour cette nouvelle capsule L'œil du coach consacrée à la course à pied dans des conditions météo peu favorables. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno et bonjour Marie à nouveau. On te retrouve pour une capsule dans l'œil du coach, habituellement avec Bruno. Aujourd'hui, tu viens nous apporter à nouveau ton expérience des conditions météo parfois un petit peu défavorables. Et Dieu sait qu'en 2 ans et demi de Tour du Monde, tu n'as pas dû rencontrer que du soleil et une météo clémente. La question, c'est celle de Jérôme. On va essayer de répondre à son interrogation. Comment on peut quand même atteindre un plaisir dans un objectif quand les conditions météo ne sont pas propices. Autrement dit, comment aller de l'avant quand la météo n'est pas bonne. Alors Bruno, je te laisse ouvrir le bal, nous donner quelques pistes pour quand même performer. Peut-être une distinction à faire entre des compétitions chronométrées type route et la pratique nature. En trail, on est peut-être moins axé sur cet aspect chronométrique. Oui, c'est ça. Alors Jérôme, quand il a posé cette question, je m'en souviens très bien puisque c'était avant un 10 km qu'il préparait depuis très longtemps et on savait que ce week-end-là, les conditions seraient abominables. Donc ce que je lui ai dit, c'est de se centrer sur d'autres objectifs que le chrono, puisqu'il allait participer à ce 10 km pour faire une performance chronométrique. Donc je lui dis voilà, le chrono, il faut oublier, c'est pas la peine. Tu ne feras pas la performance qui est attendue. Par contre, tu peux quand même te recentrer sur d'autres objectifs. Déjà, prendre du plaisir à courir. Faut pas oublier que c'est quand même très important. Faire une course que tu vas maîtriser, que tu vas contrôler. Être capable aussi peut-être de faire une course par rapport à ton classement dans ta catégorie ou le classement général. On peut toujours se raccrocher à d'autres objectifs pour se motiver et ne pas uniquement se dire voilà, je vise un chrono, je ne le réaliserai pas, donc je passe à autre chose ou je ne vais pas à la course. Il y a toujours des objectifs, il y a toujours des moyens de réussir, de progresser et d'apprendre. Et là, je lui dis dans les conditions qui seront plus habituelles, plus favorables, tu auras plus de facilité à courir. Et finalement, t'habituer à courir dans les mauvaises conditions, c'est aussi une bonne habitude, parce que si dès qu'il pleut 3 gouttes, on met plus le nez dehors, et là Marie pourra nous expliquer comment on fait, on se met des limites, on se met des freins, ce sont des pensées négatives, et il faut éviter ce genre de démarche psychologique dans l'approche mentale de l'objectif. Oui, exactement. Et alors, justement, je rebondis là-dessus. Moi, effectivement, toi, Bruno, t'es coach, donc t'as tout le spectre des différents athlètes qui vont chercher du chrono, qui vont faire du trail, etc., ou même des élites. Mon expérience m'amène à parler plutôt, je pense que je suis plus proche de l'esprit trail, alors on part sur quelque chose où quand on va faire du trail ou de la course de montagne, on est plus confronté aux éléments et au terrain plutôt qu'au chronomètre finalement. Et moi, c'est l'expérience que j'ai. Donc dans mon tour du monde, l'idée à moi, et pendant ma préparation aussi bien que pendant le tour du monde, c'était de me dire, mais moi je vais être dehors tous les jours à courir un marathon, 6 jours sur 7, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quel que soit le terrain. J'ai traversé toutes les chaînes de montagnes d'Europe, les Andes, les Rockies, les Appalaches, etc. Et donc c'était quel que soit le terrain et quelle que soit aussi la météo, qu'il y ait de la neige, qu'il y ait un vent de face épouvantable, qu'il y ait de la pluie ou que ce soit la canicule ou l'humidité, j'allais devoir courir dans tout. Donc le premier travail dans ma préparation, c'était d'accepter ça. De se dire, en fait, je reviens à la raison essentielle pour laquelle je cours et je vais faire cette course autour du monde, c'était d'aller chercher une expérience unique du monde
et d'y prendre plaisir tous les jours. Donc c'est évident que si c'est ça mon objectif, si c'est ça qui fuel mon désir tous les jours, c'est évident que tous les jours, je vais rencontrer tous les types de conditions climatiques possibles et imaginables. Donc je les accueille. Je me dis pas bon sang, il y aura des jours de pluie, ça va être terrible. Oh là là, les canicules, ça va être un cauchemar. Non, je l'accueille la canicule. Elle sera là et c'est ça sera mon challenge du jour de trouver les techniques. Alors j'en raconte quelques-unes dans mon bouquin, notamment l'épisode du bloc de glace que je transportais dans ma poussette pour mettre sur la tête quand j'étais en surchauffe pour descendre la température corporelle. Enfin, on peut revenir dessus. Il y a plein de techniques qu'on peut mettre en place pour soi-même pour faire face à ces éléments. Mais ce que je veux dire, quand il pleut, on sera mouillé. Voilà, quand il y a canicule, on aura chaud. Voilà. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est un challenge intellectuel de comment on va faire pour malgré tout courir. Moi, je trouvais ça plutôt excitant qu'autre chose. Et puis, quelles que soient les conditions du jour pour ce marathon quotidien, je me disais, dans 42 km, de toute façon, quoi qu'il advienne, j'ai fini, j'aurai une bonne douche, je serai dans des vêtements secs, et voilà. Et puis, on sera prêt pour la journée du lendemain. C'est pas dramatique en soi. Il faut complètement dédramatiser et il faut les accueillir, ces conditions. Et donc, tout ça, ça vient, pour moi, ça se faisait pendant la préparation, notamment par le processus de visualisation, d'imaginer ça. Et puis, d'aller courir aussi dans la préparation tous les jours. On va courir, même s'il pleut, on va faire sa séance d'entraînement. On la fait pas, comme a dit Bruno, de la même manière que s'il pleut pas. On y va quand même. On apprend à prendre du plaisir aussi quand il pleut. Bruno, ça fait partie du panel de situations que tu peux envisager. Marie parlait de visualisation. On opère plusieurs stratégies. Si la météo est clémente, si elle est moins bonne, on va forcément adapter l'objectif et se dire que ces paramètres extérieurs, on n'en est pas responsable. Donc, c'est pas la peine d'apporter une charge mentale supplémentaire. Voilà, c'est exactement ça. Ça fait vraiment partie de ces quelques paramètres qu'on ne maîtrise pas et sur lesquels on n'a pas prise. Donc, les conditions météo, on ne peut rien y faire. Donc, il faut effectivement les accueillir, les accepter et faire avec. Alors après, c'est un peu différent si on prépare un 10 km ou si on prépare un ultra-trail. Si on prépare un 10 km, forcément, on y vient avant tout et souvent pour faire un chrono, pour battre son chrono, pour s'améliorer. Là, ce sera plus difficile, donc faut oublier et se concentrer sur d'autres objectifs. Si on fait, comme Marie le disait, plutôt un trail ou sur des parcours où la place a plus d'importance que le temps, quand on va sur un UTMB, sur un grand raid, on va avant tout pour aussi une aventure intérieure, on va pour franchir la ligne d'arrivée. On se dit qu'on franchira la ligne d'arrivée en quelques heures ou en quelques minutes de moins, mais ça, c'est pas très grave. Par contre, il y a une vraie préparation, et ça, Marie pourra en parler bien mieux que moi, il y a une vraie préparation pour se confronter sur un UTMB, sur un trail de 100 miles ou plus. Quand on sait que les conditions météo seront défavorables, là, il y a une vraie préparation qui n'est pas psychologique, mais qui est matérielle. Il va falloir trouver les conditions matérielles, trouver le matériel qui va permettre de se prémunir le mieux possible de ces conditions qui vont être difficiles. Prévoir aussi une logistique au niveau alimentaire. On ne s'alimente pas de la même manière quand il fait 35 degrés que quand on a des conditions de froid, de pluie. Donc toute cette anticipation en fonction des conditions météo, elle est très importante pour éviter le plus possible d'être pris au dépourvu et d'être démuni. Plus on va anticiper, plus on va préparer, plus on va visualiser, comme le dit Marie, plus on va se préparer à toutes les situations, et moins on sera pris de court, et moins on sera démuni, parce que quoi qu'il arrive, et Marie, une fois de plus, en parlera bien mieux que moi, quoi qu'il arrive, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc plus on anticipe et plus on prévoit, et plus on peut être à même de trouver des ressources pour ce qu'on n'a pas prévu et ce qui nous tombe dessus sans qu'on le sache. Oui, c'est amusant d'ailleurs parce que c'est justement quand je traversais, j'étais pas très loin de chez toi, Sébastien, j'étais en train de traverser la France justement du sud au nord et on était, je crois, c'était pas loin du 31 décembre 2020, mon premier vrai hiver sur le tour du monde et j'arrive dans ta région, il faisait un froid de canard, il gelait tous les matins. Et ben c'est là où j'ai acheté mon premier thermos pour garder mon thé au chaud, pour avoir de quoi boire chaud pendant la course. J'avais pas encore eu à planifier ça, mais avant ça, j'avais aussi couru dans ma première canicule à l'été 2020 en pleine traversée de la Grèce et des Balkans. Donc imagine les températures. Et c'était là où il y a eu la stratégie du bloc de glace où en fait je m'apercevais que j'étais passé de peut-être 1 litre et demi d'eau sur la course à 6 litres d'eau sur ma course.
6 litres d'eau, comme dit Bruno, ça se prépare, hein, parce que c'est quand même 6 kilos additionnels de poids à transporter. Moi qui suis solo et en autosuffisance, pareil, quand vous allez faire du trail, il faut prévoir ça, parce que un manque d'eau, c'est l'arrêt de votre course. Moi, je savais que je pouvais pas me permettre d'être à court d'eau. À court de nourriture, oui, on peut toujours se permettre, hein, le corps tapera dans les réserves, il saura trouver où exactement, mais l'eau, non, c'est vital. Donc effectivement, en été, bah oui, je transportais 5-6 kilos en plus ce fameux bloc de glace, hein, qui fondait naturellement au fur et à mesure de la course, mais qui me permettait, quand la température extérieure était supérieure à 37 degrés, hein, température du corps, et quand c'est au-dessus, bah, on n'a pas l'air conditionné à bord, hein, comme je le dis, et donc bah, il faut trouver des moyens externes de faire baisser notre température corporelle, sinon on arrive à la surchauffe. Donc ce bloc de glace que je m'appliquais sur la tête quand c'était en surchauffe, et puis j'attendais que mes sensations redeviennent un peu plus normales et je reprenais la course. Voilà, c'est des méthodes qu'on développe. En hiver, effectivement, il s'agit de bien se couvrir. Quand il pleut, bah, vous pouvez pas faire grand-chose, vous allez être mouillé, mais bon, bah, faut l'accepter, c'est pas grave d'être mouillé. Quand on court, on produit une certaine température corporelle. L'idée, c'est de diminuer les pauses, parce que c'est lors des pauses qu'on se refroidit finalement. Mais si on garde le mouvement, on garde un minimum de chaleur corporelle. Enfin, du moins, moi, j'ai pas eu à souffrir du grand froid. Mais voilà, il suffit de penser, de visualiser et de prévoir. C'est très important. Alors, je comprends pas, Marie, tu n'as pas apprécié ces grandes lignes droites en Beauce, sans arbres, sans village. C'était compliqué. Pourtant, l'hospitalité du côté de Châteaudun a été bonne un 31 décembre. C'est quand même à noter. Mais non, c'était formidable, c'était génial. Non, moi, les lignes droites me dérangeaient pas. Hein. Tu sais, dans le désert australien, c'est quasiment 1200 km de ligne droite. Donc, non, ça m'a pas dérangé. Mais effectivement, oui, Châteaudun, donc c'était le 31 décembre. Et donc, ce jour-là, je faisais Orléans-Châteaudun, 48 km de course. Et à mi-chemin, je crois, mon hôte du jour m'envoie un message. En fait, c'était même pas personnalisé sur mon application de booking, et qui me dit votre logement pour ce soir est annulé. Et bon, 31 décembre, naturellement, puis il n'y avait rien de libre le 31 décembre. J'avais déjà, donc je visualisais une solution et je m'imaginais rentrer dans l'église du village et me dire, bah au moins je pourrais dormir sur un banc de l'église du village. Voilà, j'essayais de m'apprivoiser à cette idée-là, de me dire, bah voilà, ça ira quand même de dormir sur un banc d'église, même s'il fait moins 5 degrés dehors, ça ira. Et puis finalement, Châteaudun m'a fait un accueil formidable, voilà, en me laissant les clés du gîte municipal et en me préparant un accueil à la mairie. Donc voilà, bon, c'était quand même, j'ai eu des très très belles surprises sur la France. Mais tu vois, j'avais quand même visualisé la solution du pire, en essayant de m'acclimater, de me dire que ça ira d'être sur un banc d'église un 31 décembre, voilà, par moins 5 degrés. Bruno, on avait parlé dans une précédente capsule de l'abandon. Quand ces conditions météo ne sont pas bonnes, est-ce que c'est la bonne solution? Parce que derrière, on en a déjà parlé avec ce down après objectif, il faut pouvoir l'accepter et pouvoir rebondir. Moi, je pense que c'est une option qui n'est pas possible et qu'il faut éliminer d'emblée. Et une fois de plus, Marie le prouve. Non, l'abandon, c'est rentrer dans quelque chose déjà de négatif. Donc, on va avoir une vision de soi, une vision de la performance qui va être très négative. Donc, pour moi, l'abandon, c'est pas une solution. C'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. On peut s'habituer aux conditions difficiles. On va baisser le curseur des objectifs. On s'adapte, mais on va au bout. On franchit la ligne et on met en œuvre tout ce qu'il faut pour ne pas lâcher, parce qu'on risque de rentrer dans une spirale négative de l'abandon. C'est voilà, plus on abandonne et plus on a envie d'abandonner, plus on lâche et plus on va lâcher. Donc pour moi, l'abandon l'abandon n'est pas une option. Rime riche. Non, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis, et en plus je rajoute juste un truc, et ça, en fait, tu viens de le dire plus ou moins, mais c'est à partir du moment où tu as abandonné une fois, en fait, ça devient quelque chose de possible, vu que tu l'as déjà fait. Donc du coup, ça fait partie des solutions que tu as dans ton sac à outils. Ah bah tiens, bah oui, je pourrais abandonner, j'ai déjà fait, voilà, c'est un moyen de mettre terme à ce moment pas très plaisant que je suis en train de traverser. Donc à partir du moment où on l'a fait une fois, voilà, c'est le début d'un système psychologique où l'abandon fait partie des solutions possibles. Donc effectivement, le mieux, c'est de ne pas commencer. Moi, par exemple, sur le Tour du Monde, c'était pas envisageable. Ça voulait dire quoi, un abandon? Je m'arrête sur le bord de la route parce que j'en ai marre, j'ai mal aux pieds et il fait pas beau. Et puis je dors comment? Et puis je me nourris comment? Donc en fait, il fallait que j'aille au bout tous les jours, finalement, de quelque manière que ça soit. Et puis et il faut toujours savoir quelque chose, c'est quoi?
ça remonte toujours. Les champions, je sais plus, je crois que c'était un interview de Mathieu Blanchard ou Kylian Jornet qui l'expliquait très bien. Hein. Ça monte et ça descend 1000 fois pendant votre course. Vous vous retrouvez au fond du gouffre et puis puis les choses se remettent en route et puis et voilà. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut accepter et accueillir. Ça monte et ça descend. L'abandon, c'est en fait c'est de s'être arrêté dans un moment de creux et de pas avoir eu la patience d'attendre que ça remonte. Ça remonte toujours. Au vu de ces mauvaises conditions que l'on peut trouver, que ce soit sur un 10 km, sur un marathon, sur un trail, quels enseignements positifs on peut en tirer? On dit parfois qu'il y a toujours du positif à tirer du négatif. Est-ce que vous validez ce proverbe, Bruno? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut être fier de soi, d'avoir réussi à se confronter à des conditions difficiles. On peut être fier de soi, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir pris le départ et d'avoir franchi la ligne quand d'autres ne sont pas venus, quand d'autres ont abandonné. Donc, il y a aussi la possibilité d'en tirer une grande satisfaction quand on a réussi à surmonter les éléments climatiques et qu'on est allé jusqu'au bout et d'en avoir une grande fierté. Donc là, du coup, contrairement à l'abandon, on va rentrer dans un processus qui est extrêmement positif, qui va améliorer l'image de soi et l'estime de soi. Et là, du coup, on est dans un process qui est complètement gagnant et complètement positif. C'est ça. C'est complètement valorisant, Bruno, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, il suffit parfois de se mêler un peu aux sportifs dans les après-courses ou les gens qui préparent des trails ou quoi. Quand les gens racontent leurs faits d'armes, finalement, ils vont jamais vous raconter la course où tout s'est bien passé, où voilà, il faisait 20 degrés, c'était plat, parce que c'est pas intéressant à raconter. Les gens qui ont des histoires épiques et fantastiques à raconter, c'est toujours un grand raid de la Réunion sous la pluie ou un truc pas possible de bout. Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du... Et puis surtout, exactement, ce qui est valorisant, c'est on se dit, j'ai surmonté ça finalement, donc ça rebooste l'estime de soi, ça nous rend confiance dans nos capacités à surmonter l'imprévisible, voilà, tout d'un coup la tempête, la tornade, tout ce que vous voulez, et on a traversé tout ça. Ça booste énormément, je trouve. Ça fait partie de l'expérience de course qui vous rend plus fort pour l'après. Bruno, dans ta carrière de sportif, est-ce que tu as connu cette condition météo très mauvaise alors que tu t'étais préparé pendant de longues semaines? Oui, forcément. J'ai le privilège d'avoir une très très longue carrière puisque j'ai passé les 50 ans de course à pied en compétition. Donc forcément, dans certaines épreuves, oui, les conditions étaient très difficiles. Et la capacité de les surmonter, de les appréhender du mieux possible et de passer outre, ça a été quelque chose dont j'ai toujours été très fier. Je vais pas dire plus fier que quand tout allait bien et que quand tout était parfaitement huilé, mais quand on a effectivement une course difficile et qu'on réussit à s'en sortir, il y a un énorme sentiment de fierté parce qu'on sait qu'on est allé au-delà de ce qu'on était peut-être en capacité de faire ou qu'on ne pensait même pas être capable de faire. Donc on vient développer de nouvelles capacités, on renforce son mental. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez des petites choses à ajouter sur cette capsule pour répondre à Jérôme, on espère avoir répondu à ses interrogations sur ces mauvaises conditions et comment les surmonter. Je me lance, c'est très anecdotique. Je le raconte dans mon bouquin. L'idée du tour du monde, elle est née dans une conversation téléphonique au bureau où je m'endormais à moitié, je faisais un petit dessin sur mon calepin et j'avais dessiné cette espèce de petite Mafalda qui courait sur un globe terrestre. C'est comme ça que l'idée de mon tour du monde en courant est venue. Et pour moi, c'était marrant parce que c'était Mafalda. Mafalda, c'est un personnage de bande dessinée qui était un personnage de mon enfance parmi les Mimi Cracra et autres. Et qu'est-ce que c'est toutes ces petites bonnes femmes, tous ces petits personnages de mon enfance? C'est des gens qui adorent sauter à pieds joints dans les flaques d'eau, qui sont dehors quel que soit le temps, et c'est ça en fait qui leur donne leur joie, c'est d'être dehors au contact du monde. Et en fait, on va aussi quand on se confronte, quand on court sous la pluie, moi j'ai toujours mon âme d'enfant qui se réveille, je me sens comme une gamine de 5 ans, j'ai ce plaisir-là. En fait, faut réussir à retrouver le plaisir qu'on a. À être ailleurs que au chaud au chaud assis confortablement dans un canapé. On sort de sa zone de confort quand on se confronte aux éléments et au monde et ça nous reconnecte, moi je crois à ça énormément, à notre âme d'enfant, et quand on retrouve ça, peu importe la pluie finalement. Ouais, c'est vrai. Et je dirais que relativisons. Voilà, ce n'est que du sport. Si les conditions météo ne sont pas très bonnes, c'est pas très grave. Si on prend conscience de la chance qu'on a
du privilège qu'on a d'être en bonne santé, de pouvoir courir, de pouvoir se fixer des objectifs, d'avoir le luxe de mener tout ça à bien, c'est déjà une grande richesse. Donc, relativisons l'objectif, relativisons les conditions météo et centrons-nous sur l'essentiel, le plus important, c'est ce plaisir qu'on a de se sentir vivant, de pratiquer, d'être heureux de le faire. Et ça n'a pas de prix. Pour les auditeurs, on va leur conseiller de sortir le kawaii, prenez les chaussures et allez sauter dans les flaques d'eau. C'est quelque chose que j'apprécie aussi, quand les chemins viennent à être un petit peu plus boueux, eh bien de se sentir vivant. Merci à tous les deux pour cet échange autour de l'œil du coach. Bruno, tu as été aidé et suppléé par Marie sur ces dernières capsules. J'espère que tu as apprécié l'exercice. Ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant, cette espèce de ping-pong, ces confrontations d'idées. C'est très enrichissant et c'est surtout très intéressant pour les auditeurs et tous ceux qui nous écoutent. Et pour les auditeurs, on vous retrouve très vite pour de nouvelles capsules. C'est l'œil du coach sur le podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!